Troisième table ronde organisée par Xfood sur le thème des pertes et gaspillages. Cette table ronde portera sur le stockage, le transport et surtout la transformation dans l'industrie agroalimentaire. Alors tout d'abord, quelques règles pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous êtes normalement tous en mute, excepté évidemment les participants. Vous pourrez, et je vous encourage même, à poser des questions, soit en utilisant l'option lever la main, soit ce sera sans doute le plus facile en les posant sur le chat, sur la partie questions et réponses. Et Adrien se chargera d'en faire une synthèse et de les poser dans la dernière partie du webinaire. Je laisse désormais la parole à Anne-Claire, qui est présidente d'Xfood, pour la présentation de ce think tank. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Anne-Claire, tu nous entends? Je crois que tu es encore en mute. Oui, absolument. Là, ça doit aller mieux. Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Juste une rapide présentation de l'état d'esprit et de ce qu'on fait au think tank Xfood. Est-ce que tu peux passer au transparent suivant, s'il te plaît, Raphaël? On avait, il me semble-t-il, quelques planches. Vous ne les voyez pas là? Non, c'est toujours sur la première. Ah. Ah. Est-ce que c'est mieux? Là, voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, juste quelques mots. Le think tank a été créé en 2018 sous l'impulsion d'un groupe d'alumni de l'école polytechnique. Et en fait, l'idée, c'était tout simplement, nous sommes partis d'un constat, c'est que l'alimentation est un défi crucial pour notre siècle, avec des multiples facettes, en fait. Et nous, notre vision, c'est de sensibiliser, de promouvoir auprès des décideurs les enjeux et les opportunités de la transition alimentaire, parce que qui dit défi dit aussi enjeux et opportunités. Et donc, nous nous sommes fixés une mission double qui est d'éclairer les controverses sous un angle, on va dire, largement scientifique et en tout cas d'objectiver les sujets pour mieux orienter l'innovation. Alors, la planche suivante, s'il te plaît. Notre approche est donc systémique. Hein, nous souhaitons en fait appréhender à la fois la production et la consommation sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec dans un contexte de marché globalisé, avec des enjeux qui sont multiples et protéiformes, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il s'agisse de la santé, de l'environnement, de l'économie et des finances, du social et du sociétal, des territoires. Tout cela étayé par les connaissances scientifiques. Bien évidemment, comme il s'agit de controverses, il est nécessaire de débattre sans dogme, de débattre en tout état de cause en conservant à la fois un principe d'éthique. Le think tank s'est doté d'ailleurs d'un comité d'éthique et aussi indépendance et humilité sont nos maîtres mots. Voilà, donc pour l'année 2020, nous avons choisi un thème qui est perte et gaspillage alimentaire. Et là, nous abordons le troisième Inoctel ou le troisième débat autour de ce sujet-là, sachant qu'en fait, on remonte la chaîne de valeur. En janvier, nous avions abordé la consommation, puis en mai, la distribution. Là, maintenant, nous nous situons au niveau de la chaîne de valeur, au niveau transformation. Et fin septembre, nous aurons un dernier débat autour de la production agricole pour aboutir autour du mois de novembre à une conférence de synthèse dans laquelle en fait seront remontés l'ensemble des sujets qui n'auront pas été résolus ou en fait ou les controverses et les sujets qui nous paraîtront encore en suspens à la suite de ces zooms sur les différents points de la chaîne alimentaire. Voilà, donc aujourd'hui, 6 juillet, transformation, la parole est à Raphaël.
Merci Anne-Claire. Juste, tu as une dernière slide sur Xfood et les membres. Oui, juste quelques éléments sur Xfood et les membres. Donc, ça s'appelle Xfood. Ça a été initialement fondé par des alumni de l'école polytechnique, mais c'est bien évidemment ouvert à tous et toutes. Le débat, ça fait aussi partie en fait, de l'ouverture qu'on souhaite avoir. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour participer aux événements, pour nous proposer d'intervenir et de contribuer au rayonnement de notre think tank à travers les différents liens qui figurent sur la droite. Merci beaucoup. Et donc, la parole est cette fois définitivement à Raphaël. Merci Anne-Claire. Alors, pourquoi ce sujet perte et gaspillage alimentaire est aussi important? Pour ceux qui ont participé aux dernières tables rondes, vous savez qu'il rentre dans l'un des 17 SDG, Sustainable Development Goals des Nations Unies, c'est le numéro 12. Et pour cause, l'impact des pertes et gaspillage alimentaire sur l'environnement est énorme. En termes de surface, déjà, c'est une surface supérieure à la Chine qui est mobilisée pour produire des aliments qui ne seront jamais consommés, mais aussi en termes de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux pertes et au gaspillage, en tout cas à la production de ces aliments qui finissent non consommés, sont proches de celles émises par la totalité du transport mondial. Et si le gaspillage est un pays, il sera en 3e position en termes d'émissions, juste après les États-Unis et avant l'Inde. Ce constat cache des grandes disparités dans ces causes. Tout d'abord, la question de la zone géographique. Selon les régions du monde, ces pertes n'arrivent pas au même moment de la chaîne de production. Dans les régions du monde globalement de l'OCDE, les pertes sont bien plus importantes à la fin de la chaîne, au niveau de la consommation. Les industries qui sont maintenant expertes dans l'optimisation et la réduction des coûts ont déjà beaucoup travaillé sur ces diminutions et sur la valorisation de ces pertes. De plus, la chaîne logistique est mieux maîtrisée, ce qui explique ce graphe. Grâce à une étude de l'ADEME, on a la possibilité aussi de rentrer un peu plus dans le détail et on voit que les pertes sont relativement faibles à chaque étape. Et c'est plutôt l'accumulation qui rend l'addition finale assez lourde. En France, sur le graphe de gauche, on voit que dans cette addition, il y a seulement 1/5 des pertes totales qui sont causées par la transformation. Mais là aussi, cela cache une grande disparité selon les filières. Cette même étude de l'ADEME analyse 18 différentes filières et les différences sont significatives. On n'a pas du tout les mêmes quantités de pertes, que ce soit pour la salade où on dépasse les 30%, que la carotte ou les haricots verts où on est à moins de 5% de pertes. Et ces différences proviennent des causes de ces pertes et de ces gaspillages qui ne sont pas les mêmes pour des produits faits, pour des céréales. Pour rajouter un petit peu à la complexité du sujet, tout le monde n'a pas la même définition de ce qui est une perte et de ce qui est le gaspillage. Pour la FAO, la Food and Agriculture Organization des Nations Unies, le terme gaspillage est utilisé pour la distribution et la consommation, quand les pertes proviennent des étapes précédentes. Pour l'ADEME, peu importe l'étape, on parle de gaspillage alimentaire si la nourriture a été perdue. À cela s'ajoute aussi la question de savoir si l'utilisation en alimentation animale rentre dans la case gaspillage et perte, ou étant donné son retour dans le cycle alimentaire, on peut éviter cette case. L'ADEME considère que c'est une perte, comme la FAO, l'Union européenne à travers son projet Fusion porté par Wageningen, non. Et l'INRA, par exemple, considère que ce n'est pas une perte, sauf si le produit est utilisé en alimentation animale. En alimentation animale des animaux de compagnie. Donc, il y a beaucoup de subtilités dans ce terme de perte et gaspillage, mais pour éviter de rentrer dans un débat compliqué sur ce sujet-là, ce qu'on propose de regarder, c'est l'ensemble des voies d'évitement ou de valorisation et de s'intéresser à leur hiérarchie, qui a été mise en forme ici, là, encore une fois, par l'Université de Wageningen et qui a été reprise par Valoria. Rapidement, pour le résumer, on sait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, la prévention est en haut de cette liste. Puis, il y a la réutilisation en alimentation humaine, avec ou sans modification, les cases vert clair. Puis, l'alimentation animale, que ce soit pour les animaux d'élevage de rente ou animaux de compagnie. Et ensuite, il y a toute la partie réutilisation dans un
avec un autre objectif, que ce soit la méthanisation avec la valorisation énergétique ou le compostage pour un retour au sol. Et enfin, en dernier, les cases rouges, c'est l'incinération et l'enfouissement. La question qui va nous intéresser ce soir, c'est est-ce qu'on peut encore gravir cette échelle? Qu'est-ce qui nous empêche de faire monter des produits valorisés en compostage en alimentation animale, d'alimentation animale en alimentation humaine, et ainsi de suite. Et ce, grâce à des illustrations concrètes. Pour cela, nous avons 3 intervenants, acteurs dans des secteurs différents. Donc, on a Bruno Fillot, qui a été directeur de la filière bœuf chez Socopa Viande, qui fait partie du groupe Bigard et qui fait maintenant bénéficier ses clients de ses 26 années d'expérience dans le secteur. On a Geneviève Gézanguizou, qui est directrice de recherche à l'INRAE et qui est l'Institut de recherche en agronomie de référence en France. Et on a Laurent Lemarchand, qui est directeur de l'innovation et du développement à Natep, une coopérative normande qui détient notamment l'Unor. Donc déjà, merci à tous les 3 d'être là. Bruno, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous avez été pendant longtemps aux premières loges de l'industrie de la viande chez Socopa, qui fait partie du groupe Bigard. Est-ce que déjà vous pouvez rapidement présenter Bigard, la dimension de ce groupe gigantesque, et nous dire quelles sont les pertes auxquelles l'industrie de la viande fait face? Bonjour à tous, donc je suis Bruno Fillot et effectivement pendant de nombreuses années j'ai été le directeur général de Socopa, de la branche bœuf de Socopa, parce qu'il y a aussi une branche porc qui n'était pas sous ma responsabilité. Et le groupe Socopa a été repris par le groupe Bigard, qui est une entreprise familiale, bretonne, bien connue, il y a maintenant une dizaine d'années. Et je suis officiellement en retraite depuis 18 mois, mais j'ai créé un cabinet de consultants qui traite non pas de gaspillage alimentaire, mais qui traite de problèmes d'éthique et de bien-être animal. Voilà. Et j'interviens avec les vétérinaires qui travaillent avec moi sur des actions de conseil, de formation et de stratégie de communication sur la thématique de la bientraitance animale. Alors, pour revenir donc à votre question, peut-être quelques chiffres sur le groupe Bigard pendant que j'y suis. Donc, c'est un groupe familial qui a été créé dans les années 68, je crois. Et qui a opéré un certain nombre de rachats successifs de diverses entreprises en France ou de groupes pour constituer aujourd'hui le premier groupe industriel européen en matière de viande de bœuf et le 3e groupe européen en matière de viande de boucherie. Alors, la nuance, c'est que dans les viandes de boucherie, on additionne diverses espèces, c'est-à-dire les viandes de bœuf, les viandes de porc, les viandes d'agneau, le veau, etc., mais pas le volaille. Donc, premier opérateur européen en termes de viande de bœuf et 3e opérateur en termes de viande de bœuf et de porc. Parce qu'il y a à côté de ça, de ce groupe, un très grand groupe danois, un autre groupe allemand qui occupe les premières et deuxièmes places. Le groupe Bigard, c'est à peu près une 60aine d'implantations industrielles et commerciales en France, c'est une 30aine d'abattoirs en France, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est 15 000 collaborateurs et c'est 3 marques leaders sur le marché que sont les marques Bigard, bien évidemment, mais aussi la marque Charal, la marque Socopa. Et c'est un chiffre d'affaires qui se répartit à peu près pour moitié en grande et moyenne surface. Et ensuite, à part à peu près égale de 3 fois 15% en restauration hors domicile,
chez les industriels, donc les industriels des plats cuisinés, par exemple, l'export, et puis 7-8% à peu près pour compléter à 100 en boucherie, charcuterie artisanale ou commerce de détail, comme vous voulez. Du coup, dans cette industrie de la viande, on comprend que Bigard est un acteur majeur en France sur ce sujet, en Europe. Quelles sont les pertes auxquelles l'industrie de la viande fait face? Alors, la caractéristique de l'industrie de la viande, quand on est abatteur, je souligne ce propos, c'est-à-dire quand on part d'un animal vivant. Autrement dit, quand le process et la chaîne de valeur démarrent de l'achat d'un animal en ferme ou sur un marché, on est sur un process de désassemblage. Autrement dit, on va partir d'un animal qui va, grosso modo, peser 700 kg, on va l'abattre, on va en perdre lors de l'opération d'abattage quasiment la moitié, pas tout à fait, plutôt 55%. Quand je dis perdre, c'est des matières qui ne vont pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine. Donc on va retrouver des viscères, on va retrouver les cuirs ou les peaux, comme vous voulez, on va retrouver du sang, on va retrouver les cornes, les sabots, etc., etc. Tout ceci représente grosso modo 45% du poids d'un animal. Autrement dit, une carcasse, quand je pars d'un animal vivant pour arriver à une carcasse, j'ai que 55% du poids récupéré et qui entre réellement dans un process industriel de transformation de viande. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Donc, ces Et ensuite, 45% de masse, en fait, ne sont pas consommables par les humains et donc ne rentrent pas dans la définition, en quelque sorte, de la perte. alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Je suis lyonnais, mais tant pis. Oui et non. C'est-à-dire que, à la faveur, si je puis dire, des évolutions de réglementation, à la faveur des évolutions de marché, un certain nombre de produits qui étaient consommables par les humains ne le sont plus. Alors, ne le sont plus parce que la réglementation a évolué. Par exemple, je pourrais prendre des encéphales. Les encéphales de bovins qui étaient consommables à la suite des différentes crises sanitaires qu'il y a eu. Un certain nombre de matières telles que celles-ci sont sorties de la chaîne alimentaire. Pour autant, si vous regardez uniquement ce produit sous l'angle nutritionnel, hein, et que sous l'angle nutritionnel, vous pouvez considérer que c'est une matière qui avait un apport bénéfique pour l'humain et qui n'a plus, puisqu'on l'a sorti. Bon, je ne rentre pas dans le débat du risque alimentaire, qui est un autre débat, on est bien d'accord. Si vous prenez le sang, par exemple, dans un bovin, il va y avoir entre 13 et 18 litres de sang. Ben, le sang de bovin, en France, je peux même dire en Europe, c'est un produit qui ne se consomme pas. En revanche, le sang de porc, comme vous le savez, lui, on le consomme pour faire du boudin noir, par exemple, ou diverses préparations. Donc, tout ça, ça contribue effectivement à des pertes. Alors, à des pertes sur le plan nutritionnel, certes, mais des pertes aussi sur le plan de l'échelle des valeurs. Concrètement, un animal que vous allez acheter, carcasse, 4 €, tous les produits qui ne vont pas entrer dans la chaîne alimentaire, ils ont une valeur qui est comprise entre moins 1 €, voire même moins 1,50 €, c'est-à-dire que vous allez payer pour éliminer la matière.
Voilà. Donc, quand je rentre dans une valeur négative, donc un coût, pour parler plus français, plus simplement, et une valeur, quand elle va être positive, qui va être de, selon les marchés, selon les périodes, aller au mieux du mieux, 50 centimes. Et là, on a une perte qui n'est pas alimentaire, mais qui est une perte financière considérable. Donc ça, c'est pour la partie abat et donc toute la partie carcasse et perte au moment de l'abattage. Quelles vont être les autres sources de pertes quand on continue lors de la chaîne de la viande? Eh bien, après, quand on a récupéré une carcasse, comme son nom l'indique, une carcasse, c'est une partie anatomique qui comprend des muscles, mais aussi des aponévroses, des glandes, etc., et surtout des os. Eh bien, pour passer de l'état de la carcasse à l'état du beefsteak, on va perdre encore à peu près, allez, je dirais 35% du poids. Ce qui fait que si je pars de mon animal vivant, debout, sur ses quatre pattes, pour arriver au beefsteak, eh bien, je vais en avoir perdu à peu près 65%. Mais j'additionne là-dedans, où je compare, où j'évalue des choux et des carottes. Parce qu'il y a de facto un certain nombre de matières qui ne sont pas consommables. Les cornes, les sabots, les contenus de panse, que sais-je, les différents liquides physiologiques, je ne m'étends pas sur le sujet, sont évidemment pas consommables pour l'humain. Donc, c'est un petit peu délicat de parler comme ça. Moi, je dirais que les plus grandes pertes qu'il y a dans la viande, à ce stade, je verrais en gros 3 niveaux. Le premier élément, c'est l'état sanitaire des animaux. L'état sanitaire des animaux, arrivant au stade de la transformation, s'est considérablement amélioré ces dernières années. Alors, après, on peut discuter sur les techniques, l'emploi peut-être exagéré de certaines substances médicamenteuses, antibiotiques, etc. etc. C'est pas le propos d'aujourd'hui, je crois savoir. Mais indéniablement, l'état sanitaire des animaux, du cheptel français, hein, d'une façon générale, arrivant au stade de la transformation, s'est considérablement amélioré. Pour les bovins, on va parler par exemple de viande fiévreuse, c'est-à-dire des animaux qui, ayant subi un stress, ont développé des anomalies musculaires, qui rend la viande impropre à la consommation, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas imprésentable et très délicate à conserver. Quels sont, Bruno, parce que je vois le temps qui court, quelles sont les deux autres grosses zones, on va dire, de perte? Les éléments de transport se sont considérablement améliorés aussi, que ce soit le transport des animaux vivants ou les transports des produits finis. Ça s'est considérablement amélioré. Considérablement amélioré. Parce que les camions sont, les bétaillères par exemple, sont de mieux en mieux conçus, la formation des chauffeurs, etc. Là-dessus, il faut quand même reconnaître que, et la chaîne du froid, avec tout ce que ça comporte, c'est considérablement amélioré, en tout cas moi, au cours de ma vie professionnelle. Et puis, le troisième élément, c'est des éléments de process. Si je fais référence à l'industrie de la viande, on compte absolument tout. Quand je dis on compte, on pèse absolument tout. Que ce soit la matière noble, les coproduits, les sous-produits, ce qui est commercialisé, ce qui n'est pas commercialisé,
tout est absolument comptabilisé. Absolument tout. Et la traçabilité qui consiste à suivre, je dirais, des données identifiant la matière, qui est une obligation réglementaire depuis quelques années, a largement contribué à faciliter les flux matières et le suivi des flux matières. On reviendra sur ces parties-là, notamment sur le fait qu'il y a encore quelques zones, on en parlait la dernière fois, il y a encore quelques zones qui méritent du travail, notamment vis-à-vis du cahier des charges et des pertes alimentaires lors de… Ouais, mais ce n'est pas des éléments de process, c'est des éléments commerciaux, ça. C'était mon dernier point, vous me l'avez… Pardon. Voilà. Dans les éléments de process, il y a effectivement l'évolution des techniques de conditionnement qui a grandement aussi contribué à améliorer la conservation du produit. Et puis le dernier point, là, ce n'est pas un point d'amélioration, c'est plutôt un point faible. La pression que subissent les industriels de la part des clients et en l'occurrence des grandes et moyennes surfaces, avec un truc absolument épouvantable qui s'appelle le contrat date, qui consiste à ne livrer des produits frais que lorsqu'ils ont au moins les 2/3 de leur date limite de consommation encore valide, est une… je ne veux pas employer de mots trop forts, mais c'est vraiment une contrainte énorme. Et c'est pour moi, encore aujourd'hui, le premier facteur de perte ou de gaspillage, comme vous voulez, en tout cas pour l'industrie de la viande. Mais je peux dire aussi pour l'industrie de la charcuterie, les plats cuisinés, le traiteur, etc., voire les produits laitiers à DLC courtes. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème énorme. Et j'ajouterais à ça, compliqué par le nombre de références qu'il y a dans un magasin, dans un hyper, la caractéristique de la distribution française. Je ne parle pas du hard discount, je parle de la distribution classique. Vous observerez le nombre de références de yaourt qu'il peut y avoir ou de viande hachée qu'il peut y avoir dans un rayon. Pour parler de la viande hachée que je connais bien, dans un hypermarché, vous pouvez avoir une 50aine de références de viande hachée, sans problème. Sans problème. Merci beaucoup Bruno pour cette entrée dans la partie filière viande. On y reviendra sans doute avec quelques questions. Laurent, peux-tu nous présenter un petit peu qui est ce que fait NatUp, ses activités industrielles et du coup les pertes qui en découlent? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Changement de registre, effectivement. On était dans la viande, on va passer dans les légumes. Le groupe NatUp, c'est un groupe coopératif diversifié. C'est le fruit de la fusion de coopératives agricoles Capsen et Interface en 2019. Et pour aller un peu droit au but, Capsen avait investi en 2013 dans un outil de production de légumes, Lunor, donc situé en Seine-Maritime, qui produit des légumes en 5e gamme. Alors 5e gamme, ça veut dire c'est des produits de longue conservation qui sont juste conditionnés. Donc grosso modo, c'est de la cuisson vapeur et mise sous vide de légumes pour la consommation humaine. Quelques chiffres juste pour prendre l'exemple de cet outil industriel. C'est 57 000 tonnes de légumes qui sont contractualisés et achetés par an, dont 70% qui sont valorisés. C'est-à-dire qu'on a à peu près, nous, 30% de pertes. Et donc, ces pertes ou ce gaspillage, il vient d'où? Premièrement, il vient des produits qui sont non valorisables, c'est-à-dire des produits dans lesquels il y a des insectes, dans lesquels il y a des taches, et donc non voulus par les circuits de distribution classiques. C'est des pertes qui viennent du process en lui-même parce que, effectivement, j'imagine comme pour la filière animale, il y a certains éléments qu'on veut enlever, et notamment la peau des pommes de terre.
Et puis, dernier élément de perte, c'est les défauts de fabrication liés vraiment là, pour le coup, juste à la gestion à la gestion du process industriel. Dans ton graphique tout à l'heure, Raphaël, c'était marqué sur les pommes de terre. Effectivement, il y avait 20% de perte. Donc, juste pour rappeler que sur les pommes de terre, on est sur des produits qui se conservent, qui sont difficiles à conserver. Et peut-être faire le lien avec un sujet qui est pour moi le vrai débat entre, mais on y reviendra peut-être après, entre des choix de consommation. Aujourd'hui, pour conserver les pommes de terre, il y a plusieurs facteurs de conservation. Le premier, c'est l'utilisation de produits de conservation chimiques. Vous savez aussi bien que moi, étant consommateur, qu'on est plutôt dans une tendance aujourd'hui où on veut limiter, voire bannir les produits de protection des cultures, et donc qui servent aussi à la conservation. Donc la pomme de terre n'y est pas étrangère. Donc premièrement, avec la limitation aujourd'hui de ces produits ou la réduction de la consommation de ces produits-là, effectivement, on a des difficultés de conservation. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on peut offrir un produit plus propre, entre guillemets, au consommateur, ou en tout cas plus fidèle à ce qu'il attend, avec, on peut aller jusqu'à du zéro résidu de pesticides. Le deuxième enjeu ou la deuxième difficulté qu'on a, c'est si on veut stocker des pommes de terre, il faut les stocker dans des frigos. Les frigos, ça consomme de l'énergie, donc on dégrade le bilan carbone. Donc encore une fois, par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure, Raphaël, c'est le bilan carbone, il faut savoir comment on le mesure. Soit on le mesure sur le cycle entier, et donc effectivement, on dit que on va dire, chaque kilogramme ou chaque tonne de pommes de terre qui est perdue, effectivement, on intègre son bilan carbone dans l'équation, mais aujourd'hui, on intègre plutôt le bilan carbone à partir du moment où la pomme de terre est récoltée jusqu'à ce qu'elle soit consommée. Et dernier enjeu, un peu où il y a des arbitrages en matière de consommation à faire, c'est quand on veut du local. Quand on veut du local, on est soumis à, j'ai envie de dire, à la saisonnalité, surtout quand on est sur des fruits et légumes. Et donc, qui dit saisonnalité dit effectivement nécessité de conserver les produits pour pouvoir faire tourner un outil industriel tout au long de l'année. Et donc, quand on est sur du local, effectivement, quand on arrive en fin de saison, donc pour nous, les pommes de terre, elles sont récoltées à l'automne. Et donc, les dernières pommes de terre qu'on arrive à stocker, elles sont valorisées l'été. Et donc, l'été, effectivement, sur un kilo de pommes de terre qui rentre dans l'usine, comme elle est en moins bon état, il y a là quasiment la moitié de la pomme de terre qui part, entre guillemets, aux petits oiseaux. Donc, je pense que c'est important de resituer cette notion de gaspillage, ou en tout cas de volonté de réduire le gaspillage par rapport à d'autres tendances, volonté de réduire l'utilisation de produits de conservation, volonté de réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre et volonté d'augmenter le local par rapport à ce qu'on pourrait importer. Et encore une fois, ça fait écho on va dire, au bilan carbone. Ok, super. Donc, on voit bien comment ces différents enjeux doivent s'arbitrer ou la difficulté justement de les arbitrer. À l'heure actuelle, comment vous faites pour valoriser ces produits-là? Quelles sont les différentes parties de l'échelle de hiérarchie qu'on a vu tout à l'heure que vous adressez? Alors, le premier enjeu, il est effectivement de réduire ou d'augmenter le taux de valorisation. Nous, notre taux de valorisation, il a augmenté de quasiment 15% au cours des 5 dernières années, ce qui tend à croire que, effectivement, quand on va à l'échelle nationale, il y a un potentiel d'optimisation qui doit exister au niveau de l'ensemble des outils on va dire des outils de transformation des matières premières. Notre conviction, c'est qu'on peut potentiellement l'améliorer de quelques pourcents, peut-être jusqu'à 5%, mais on restera sur du coup des volumes de déchets ou de coproduits de l'ordre de 25%. Pour les réduire, donc effectivement, il y a de l'optimisation industrielle. Il y a aussi tout un travail sur l'amont, c'est-à-dire sur la qualité des produits qui sont issus de l'agriculture. Et donc, c'est là où, en tout cas, notre conviction à nous, c'est qu'on doit travailler en filière. C'est-à-dire que les industriels doivent travailler sur des cahiers des charges avec les agriculteurs pour répondre à un enjeu, effectivement,
de limitation des pertes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais aussi des autres indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a la limitation. De toute façon, il y a les pertes par le procédé en lui-même. Donc, notre enjeu à nous, il est de trouver des valorisations, des valorisations humaines des coproduits. Typiquement, quand on enlève la peau d'une pomme de terre et qu'on enlève une partie de la pellicule de la pomme de terre ou d'une betterave, l'idée, c'est de valoriser les purées en alimentation humaine. Donc, ça veut dire être capable de, effectivement, s'assurer de la qualité du produit et de différencier un flux, on va dire pollué, d'un flux propre à la consommation humaine. Donc ça, c'est l'axe numéro 1. Et il y a des débouchés qui existent, tout ce que les produits surgelés, pommes dauphines, etc. Tout ça est constitué de coproduits des usines telles que la nôtre. La deuxième voie de valorisation, c'est l'alimentation animale. Alors nous, on le fait, parce que c'est la meilleure valorisation qu'on tire aujourd'hui de ces produits-là. Deuxièmement, parce que ça répond aussi à un objectif d'économie circulaire. Ça veut dire qu'on rend à nos producteurs une partie de leur production qu'on n'a pas réussi à valoriser pour qu'ils la passent dans d'autres filières. Et troisièmement, une filière qu'on explore, alors c'est effectivement toujours une valorisation animale, c'est l'alimentation pour l'entomoculture, la production d'insectes, qui aujourd'hui est à un stade, on va dire, un stade de développement sur lequel il y a de l'optimisation encore technico-économique pour en faire une vraie filière d'avenir. Mais on a la conviction que c'est quelque chose qui pourra être intéressant et qui améliorera non seulement notre valorisation des déchets, mais aussi notre empreinte carbone sur le cycle de production. Troisièmement, c'est la valorisation énergétique. Donc aujourd'hui, nous, on a notre propre méthaniseur qui nous alimente à hauteur de 20% de nos besoins énergétiques, avec des réflexions pour voir si on peut l'augmenter. Et le reste de nos coproduits alimentant d'autres méthaniseurs, on va dire, où on essaie de rechercher le maximum de proximité, encore une fois, pour maximiser et la valorisation et l'empreinte carbone. Et le dernier, on va dire, ou les deux derniers types de valorisation, c'est tout ce qui est eaux usées. Alors, pour les eaux usées qui sont non polluantes, on les utilise en fertilisation et en irrigation. C'est-à-dire qu'au lieu de les envoyer en méthanisation ou en des stations d'épuration, on traite on sépare celles qui sont non polluées et on les met à destination des agriculteurs qui sont voisins de notre usine pour qu'ils s'en servent pour irriguer l'été tout en apportant de la matière organique. Et puis dernièrement, les eaux qui sont polluées ou pour lesquelles on n'arrive pas à s'assurer de la qualité, effectivement, celles-ci, elles sont envoyées en station d'épuration. Donc voilà un peu la hiérarchie de traitement des coproduits ou des déchets qu'on fait avec effectivement un processus d'optimisation continue pour faire remonter chaque tonne ou chaque litre l'échelle de valorisation dont on vient de parler. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez choisir telle valorisation plutôt qu'une autre? Est-ce que l'ensemble va être guidé par une question de coût, par rapport à une hiérarchisation de l'impact écologique? Quels sont les éléments qui rentrent en compte? Je pense qu'il y avait une question aussi de sécurité de l'exutoire. Quels sont les différents éléments? Le nerf de la guerre, ça reste l'enjeu économique. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'effectivement augmenter la valorisation de chacune de ces lignes de produits ou coproduits. Numéro 1, parce que effectivement, si on arrive à mieux valoriser ces produits-là, on peut réinvestir dans des outils qui permettent d'améliorer l'empreinte carbone, etc. Le deuxième enjeu pour nous, on est un acteur coopératif, donc on n'a pas les mêmes enjeux, on va dire, qu'un acteur purement privé. C'est-à-dire que notre deuxième enjeu, il est de répondre à une économie circulaire. Tout ce que nous, on ne valorise pas, on essaye de le remettre dans le circuit de valorisation qui bénéficie, on va dire, à nos administrateurs, à nos adhérents et puis effectivement aux agriculteurs locaux. Et si on ne le fait pas directement, on essaie que ça se fasse de manière indirecte. Je prends l'exemple de l'élevage d'insectes. Pour nous, l'élevage d'insectes, ça répond à quoi? Ça répond effectivement à un besoin de valorisation de nos produits. Deuxièmement, ça répond à une nécessité d'améliorer notre empreinte carbone.
troisièmement, ça répond à effectivement soutenir ou en tout cas alimenter une filière qui est la filière d'élevage d'insectes, dont le débouché principal, ça reste l'alimentation animale ou l'aquaculture, et donc qui reste dans notre, on va dire, dans notre sphère de compétences, sachant que le coproduit de l'élevage d'insectes, bah, c'est entre guillemets, c'est un amendement organique que nous, on peut réintroduire aussi dans notre cycle, dans le cycle de production. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on soit capable de jouer un peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire que le choix qu'on a fait, nous, historiquement, était de ne pas placer, ou en tout cas pas commercialiser 100% de nos coproduits avec un seul méthaniseur. Parce que si le méthaniseur tombe en panne, effectivement, on va dire des objectifs en matière de gestion de nos coproduits avec des stocks limités. Et donc, on est obligé de varier, entre guillemets, de varier nos débouchés pour nous assurer que ça ne nous pénalisera pas à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, Laurent. On va changer là encore une fois de filière pour retourner dans le monde animal, mais dans la filière du lait. Geneviève, quels sont les principaux enjeux justement de la filière lait? Alors, les enjeux de la filière lait sont vastes. Si on ressent peut-être quelques chiffres, quelques informations d'abord sur les pertes, puisque c'est la question, sur les pertes au niveau de la transformation laitière. Donc, si on regarde donc, la filière, production, transformation, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près 10% du lait qui est produit, qui n'arrive pas dans les laiteries ou dans les usines de transformation. Et ces 10% sont alors pas considérés totalement comme des pertes, puisqu'il y a quand même une partie de ce lait qui est destinée à l'alimentation des veaux, donc pas directement alimentation humaine. Et il y a une partie de ce lait qui n'est pas consommable du fait en particulier des mammites, et donc ce lait et donc de résidus médicamenteux qui sont utilisés pour le traitement de ces maladies. Et quand on rentre donc au niveau du secteur de la transformation, donc quand on récupère à peu près ces 90% de lait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que 98% de ce volume-là est transformé par des grands sites de transformation, donc des grandes usines. Alors des grandes usines, ça veut dire des usines qui traitent le demi-million de litres de lait par jour jusqu'à 3 millions de litres de lait par jour, juste pour vous donner une idée du nombre de petites bouteilles de lait que ça peut faire à la sortie tous les jours. Et là, les 2% qui restent sont transformés par des petits artisans, ou plutôt de la transformation de proximité. Donc vous voyez, il y a une vraie dichotomie entre les 98% par des gros transformateurs et 2% par des petits. Et les questions de perte sont très différentes selon ces deux finalités, ces deux orientations. Chez les gros industriels laitiers, aujourd'hui, les pertes sont essentiellement des pertes dues aux phases, ce qu'on appelle de pousse, c'est-à-dire des étapes de process, c'est-à-dire que vous avez une installation initialement qui est pleine d'eau et dans laquelle vous allez amener du lait. Donc, vous allez avoir une espèce de mélange de produits d'eau et de lait qui va être très peu valorisé, qui est parfois envoyé directement en station d'épuration. De la même façon, à la fin d'un process, quand votre installation est pleine de lait, que vous poussez avec de l'eau, vous allez avoir un mélange aussi lait-eau qui est en partie non valorisé. Donc ça, c'est dans les grandes usines, c'est essentiellement ces pertes-là. On a aussi des pertes au niveau de la transformation fromagère par des pertes de fromage, par exemple, déclassés, des pertes dues au moment de la fabrication du fromage. Vous faites coaguler un certain nombre de protéines pour faire votre coagulum, votre fromage, et vous exudez ce qu'on appelle le petit lait ou le lactosérum, et parfois on a une perte de lactosérum tout simplement au sol dans certaines usines. Donc, vous voyez des pertes en termes de pousse, ce qu'on appelle des phases de pousse, des pertes au niveau de la production. Et donc, ces pertes sont quand même très bien maîtrisées sur un site de transformation et représentent 1 à 2%.
et tous les coproduits de la transformation fromagère en particulier, ou même du fractionnement du lait, parce qu'on va fractionner pour obtenir des fractions de protéines diverses et variées, par exemple, qui sont utilisées pour fabriquer les laits de poudre infantile. Tous les coproduits du secteur laitier sont aujourd'hui extrêmement bien valorisés en alimentation humaine. Il y a très peu de coproduits non valorisés. En revanche, quand on regarde la petite production artisanale, on a là une autre situation. C'est la gestion de ces coproduits qui sont obtenus en petite quantité. Un petit producteur fromager, par exemple, il va faire son fromage et le petit lait, donc le coproduit, va être pour lui extrêmement difficile à valoriser. Sur un grand site, ce lactosérum ou ce petit lait est valorisé aujourd'hui extrêmement bien, avec des coûts élevés parce qu'il contient des protéines qui sont utilisées en particulier pour les formulations infantiles, donc un intérêt nutritionnel, économique remarquable. À petite échelle, ce produit est considéré comme un déchet parce que c'est un produit instable que le petit fermier ne peut pas stocker et ne peut pas valoriser. Donc vous voyez qu'en fonction de la problématique, on a soit de la maîtrise de process et de l'innovation produit pour mieux valoriser des coproduits, mais là les grands transformateurs savent bien le faire, et que le problème aujourd'hui, au niveau des pertes, s'oriente plus sur la gestion des coproduits pour les petits transformateurs. Évidemment, tout ça dans un contexte où il faut que ce soit rentable économiquement, avec un impact environnemental qui est de plus en plus regardé, parce que les composés du lait, même s'ils sont naturels, ont un impact en termes de pollution organique importante, donc il faut derrière les traiter. Un lactosérum ne peut pas être rejeté à la rivière aujourd'hui comme il l'a été il y a 40 ans, je me fais un peu provocatrice, donc un impact économique, des impacts environnementaux et puis une prise en compte aujourd'hui sociétale de plus en plus importante, avec un engouement justement sur la transformation à petite échelle que les transformateurs regardent. Voilà, donc pour le cadre général. On voit que dans cette course, les petits producteurs sont clairement désavantagés par cette question d'échelle que vous avez mentionnée. Quelles sont les opportunités pour ces acteurs de trouver des solutions à leurs problèmes de perte? Alors, il existe des solutions aujourd'hui qui sont développées au travers de projets de recherche dans lesquels INRAE ou anciennement l'INRA et IRSTEA, puisqu'INRAE a été créé en début de cette année par la fusion des deux organismes. Il existe un certain nombre de solutions qui permettent à ces petits producteurs de valoriser au moins économiquement ces pertes. Donc, on a parlé tout à l'heure de méthanisation, on peut aussi envisager du traitement en lagunage, on peut envisager de l'alimentation en nutrition animale, c'est souvent ce qui est fait, on voit un petit transformateur qui est associé avec une porcherie ou un autre producteur de proximité, mais en termes de valorisation humaine aujourd'hui de ces lactosérums, il existe encore très peu d'opportunités. Donc, il y a des projets qui existent aujourd'hui qui visent à développer, en particulier sur le lactosérum, des valorisations alimentaires en utilisant des modes de transformation par fermentation. Parce que la fermentation est un procédé relativement robuste et qui pourrait permettre à ces producteurs de transformer ce lactosérum pour en faire des boissons à destination des consommateurs, donc plus ou moins parfumées, pétillantes ou pas pétillantes. Voilà, donc il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais aujourd'hui, c'est un vrai verrou pour le développement et la compétitivité de ces petites structures. D'accord. On a une question justement de Sylvain qui demande est-ce que les chiffres laitiers annoncés sont représentatifs du marché en France et en Europe? Alors, les chiffres que je vous donne sont des chiffres français. Donc la France, c'est le deuxième producteur de lait après l'Allemagne
et la production française représente 10% de la production européenne. Juste pour donner quelques chiffres. Donc ce pourcentage, grand secteur, on va dire 98% grande production, 2% pour les petits producteurs, c'est représentatif, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Pour les pays de l'Europe de l'Est, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a une part de contribution à la petite transformation qui est plus forte. Alors, une question assez générale, que ce soit pour la filière lait, la filière viande ou la filière légumes, est-ce qu'un objectif zéro gaspillage est réalisable ou même souhaitable? Je pense, il faut regarder. Oui, la question est difficile. Moi, je pense qu'il faut regarder la mise en œuvre de procédés de valorisation dans un contexte global avec différents types d'objectifs. Il y a des objectifs économiques, on va vouloir valoriser. Il y a des objectifs environnementaux aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure avec la filière fruits et légumes. La prise en compte des impacts environnementaux, c'est aujourd'hui vu industriellement encore trop sous l'angle énergie et eau et peu avec le vrai impact environnemental. Moi, je vois par exemple sur des process de transformation laitier, on peut avoir parfois des alternatives et on va regarder l'intérêt du marché, donc la prise en compte la demande consommateur, on va regarder le coût. L'impact environnemental va être vu au travers du coût finalement et assez peu par l'impact réel sur l'environnement en termes d'utilisation par exemple de produits chimiques. Deux alternatives procédés peuvent être amenées à utiliser des produits détergents pour nettoyer les process différents et donc par exemple avoir des impacts environnementaux différents. Donc, je pense qu'il faut regarder le tout dans sa globalité et vouloir aller valoriser tout à 100%, si c'est au détriment de l'environnement, par exemple, me semble absolument inapproprié. Donc, il y a une vraie vision globale à avoir. Et donc, des approches d'optimisation multi-objectifs, des objectifs économiques, des objectifs environnementaux, des objectifs de qualité de produits et sociétal au sens plus large qui doivent être pris en compte et l'optimum de tout ne conduit pas nécessairement à la valorisation à 100% de la matière. Et Raphaël, je me permets de réinsister. Il ne faut pas oublier que l'industrie alimentaire produit des denrées alimentaires pour des consommateurs, mais pas en achat direct. On passe par des circuits de distribution et de commercialisation. N'est-ce pas? Et par rapport au domaine qui est le mien, entre le poids carcasse et le poids commercialisé, et en tenant compte des coproduits et des sous-produits, on arrive grosso modo à 1,5% de perte. Sur le pourcent, ce qui est considérable, sur des milliers de tonnes, on est bien d'accord. Je ne parle pas d'un détail. Sur le 1,5% que je considère, environ les 2/3 sont liés aux clients, c'est-à-dire au circuit de commercialisation. Et ce, d'autant plus quand on est sur des produits frais, ADLC courtes, j'insiste. Des produits frais, ADLC courtes. Les distributeurs ne passent pas leurs commandes 6 mois à l'avance, mais plutôt quelques heures à l'avance. Autrement dit, c'est à l'industriel de prendre le risque de fabriquer des produits sans savoir à qui il va les vendre et si même il va les vendre. Donc de fait, alors il ne fait pas ça sans moyens, évidemment, il
il y a des merveilleux algorithmes qui permettent d'anticiper et de prévoir les ventes, bien sûr, bien sûr. Néanmoins, vous ne savez pas à quelle marque vous allez le vendre, vous ne savez pas pour un certain nombre de produits, et je parle pour les produits carnés, vous avez observé que pour un certain nombre d'entre eux, il y a encore des prix qui sont indiqués sur les barquettes. Eh bien, tel magasin qui est situé au nord de Rennes, il veut 9,90 le kilo, et celui qui est au sud de Rennes, il veut 9,70 le kilo. Autrement dit, vous êtes obligé d'attendre la commande du client pour étiqueter, autrement dit, pour préparer une commande. Et là, ça, c'est un métier à risque, générateur de pertes. Et ces pertes-là, qu'adviennent-elles? Elles sont perdues, elles sont vendues en magasin d'usine? Quelle est la Alors, rien n'est jeté par définition. J'ai passé toute ma vie dans l'industrie alimentaire et pas que dans l'industrie de la viande. Jeter un produit, c'est vraiment que le produit n'est pas consommable. Donc, ça dépend comment vous considérez la chose. Moi, le premier point que je considère, c'est la perte de valeur. Quand un produit passe d'une valeur X à une valeur Y, c'est toujours en descendant. C'est une perte de valeur. Voilà. Alors justement, une question de Margot sur l'industrie de la viande. Quels sont les débouchés pour les pertes et les coproduits dans la production de viande, autres que le cuir? Autre que le cuir, Oui, sur les coproduits. différent, c'est extrêmement large. Par exemple, le sang de bœuf, pendant très longtemps, il y avait une industrie qui prenait quasiment tout. C'était l'industrie photographique, les pellicules argentiques, par exemple. D'accord, donc très varié. Voilà. Et depuis qu'on est tous équipés d'autres choses, eh ben, les pellicules, voilà. Donc le sang de bœuf, que devient-il? Bah, en grande majorité, il est incinéré. Voilà. Voilà. Et puis, il y a toute l'industrie des cosmétiques, des biotechnologies, etc., où on utilise, enfin, c'est extrêmement varié, quoi. Les cordes de tennis, enfin, je pourrais vous en citer des tas et des tas et des tas et des tas. Hein. Il paraît que c'est comme ça que Nadal gagne Roland Garros, avec des cordages en Voilà. boyau naturel. Mais bon, moi je voudrais revenir parce qu'en fait, les notions de perte que vous évoquez, majeures dans le secteur de la viande, on les retrouve aussi dans le secteur des produits frais en général, avec des DLC courtes, qui sont finalement plus des problèmes de perte dus, je veux dire, à des relations entre transformation, distribution, que propres à la transformation directe. Et en fait, moi, ce que j'observe, et tout à l'heure, on en parlait avec les fruits et légumes, où on parlait là d'une autre relation qui était la relation producteur-transformateur. En fait, la conclusion, c'est que individuellement, on peut être très bon, c'est-à-dire le transformateur peut optimiser au mieux la valorisation de ses produits et de ses coproduits. Là où l'ensemble ne sera plus optimum, c'est quand on va prendre l'ensemble des partenaires de cette chaîne de valeur. Et là, finalement, moi, c'est ce que je dis souvent, l'optimum d'un système, ce n'est pas la somme des optimums individuels ou des optima individuels, pour dire correctement. Et là, ma question, c'est où est-ce qu'il y a, vous levez des relations finalement de contrats entre transformateurs et distributeurs, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui qui abordent, qui mettent ensemble autour de la table, je dirais producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, pour répondre collectivement à, et ça dépasse la question des pertes, hein, mais à des systèmes de production alimentaire durable. Alors je me fais un peu provocatrice parce que je suis moi-même coordinatrice d'un projet de ce type-là, mais c'est typiquement, je pense, une approche
demandé par les citoyens que d'avoir des aliments où il y a une cohérence entre tous les partenaires de la chaîne de valeur et ces tensions entre transformateurs et distributeurs qui sont réelles et qui conduisent à des pertes fortes, me semble, on devrait pouvoir créer des liens entre ces différentes communautés pour répondre à une question de durabilité collective. Donc, est-ce que ces questions-là, est-ce que vous avez des projets ou vous connaissez des projets de ce type-là qui impliquent vos filières? Moi, je ne me connais pas. Laurent, de ton côté? J'ai envie de dire qu'on le fait d'une certaine façon à travers des solutions un peu innovantes comme C'est qui le patron, hein. C'est pas parfait, mais ça permet de prendre en compte effectivement déjà le consommateur, l'industriel et le producteur. Donc il manque une étape là-dedans qui est effectivement le distributeur, mais c'est déjà une façon pour moi de répondre à certains enjeux. Parce que, je pense que voilà. Le consommateur aujourd'hui ne cherche pas à voir la matière première se perdre pour des raisons de contractualisation entre transformateurs et distributeurs. Je pense qu'il y a, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer, à innover sur la vision collective de ces chaînes de valeur, en mettant l'ensemble des partenaires autour de la table pour que chacun y gagne, peut-être pas autant qu'il y gagnerait aujourd'hui, mais si le consommateur est satisfait, ça peut rendre durable au sens pérenne du terme la chaîne globale de transformation et de valorisation. Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que je pense que pour moi, il y a un vrai enjeu de pédagogie et d'éducation à faire auprès du consommateur. Le consommateur, il est le premier, quand il achète un morceau de viande ou une bouteille de lait, à vouloir la garder un mois dans son frigo parce qu'il ne sait pas quand il va la manger. Et que dès qu'il achète un morceau de fromage qui, au bout de 2-3 jours, parce que c'est un fromage fermier acheté en circuit court, commence à devenir vert, et ben, il ne retourne plus en circuit court, en tout cas certains d'entre eux. Et le consommateur n'est aussi pas à l'abri d'une contradiction, c'est-à-dire que effectivement, il voudrait qu'il n'y ait pas de gaspillage, mais en même temps, il ne veut pas qu'on utilise de produits de conservation. Et donc, et puis il veut pouvoir faire ses courses effectivement à la dernière minute, comme l'a dit Monsieur Fillot tout à l'heure. Donc il y a de la pédagogie à faire parce que tout ça malheureusement, il n'y a pas de solution miracle et on ne peut pas avoir à la fois un produit ou en tout cas une filière sans déchets, une filière bas carbone, une filière sans produits de conservation et une filière qui permette aux consommateurs d'acheter du jour au lendemain. Et donc, il y aura toujours des arbitrages à faire et ils seront faits soit par le consommateur, soit par le législateur, soit effectivement, aujourd'hui, la main est plutôt à la grande distribution. Et je voulais dire une autre chose pour répondre à la question initiale de Raphaël, c'est je pense qu'on n'arrivera jamais au zéro déchet et puis le jour où si jamais on arrivait au zéro déchet, il faudrait lancer des nouvelles filières parce qu'aujourd'hui, le déchet, c'est une économie circulaire. Et cette économie circulaire, elle répond à des besoins, l'alimentation animale, les débouchés énergétiques, etc. Et elle est aussi créatrice d'emplois et de valeur ajoutée. Et si on n'avait pas cette économie circulaire, c'est des hectares qu'il faudrait dédier à l'alimentation animale, c'est des hectares qu'il faudrait dédier à la méthanisation ou à des filières énergétiques, etc. Donc, je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre entre tout ça et qu'il n'y a pas de bonne solution. Il faut, c'est encore une fois, c'est la combinaison des solutions qui fera qu'on aura une empreinte carbone qui sera juste par rapport à l'acceptabilité qu'on a de l'utilisation de produits chimiques dans la chaîne alimentaire et par rapport aussi au confort ou en tout cas à la réponse que souhaite le consommateur par rapport à ses choix de consommation. Moi, l'expression éduquer le consommateur me fait un peu réagir. On est tous citoyens consommateurs et c'est nous qui consommons. Donc,
c'est plus une approche globale participative impliquant le consommateur qu'il faut, je pense, envisager plutôt que de dire il faut éduquer le consommateur. Le consommateur, le citoyen, s'il ne consomme pas, tout s'arrête. Donc, si les consommateurs décident d'arrêter de manger de la viande, voilà, tout va s'arrêter. Donc, je pense qu'il y a une vision collective à avoir des problèmes et des nouvelles constructions des chaînes alimentaires et des systèmes alimentaires de demain. Voilà. Merci pour ces réponses qui sont très intéressantes. Le temps file, on va prendre juste une dernière question d'Anne-Sophie qui demande quels leviers et quelles approches selon vous pour que le terme valorisation ne soit pas uniquement équivalent au gain en euros, mais plutôt impact RSE, protection vie humaine sur la planète. Je pense que la question était destinée aux trois. Mais la valorisation, moi, ce que je peux répondre, c'est que le premier enjeu, en tout cas, si je parle de filière agricole et je prends un peu de recul, c'est déjà d'arriver à valoriser. Et quand on dit valoriser, ça veut dire trouver un débouché pour nos produits. Vous l'avez vu pendant la crise du Covid. Je reprends l'exemple des pommes de terre, non pas parce que j'y suis, mais parce que ça a fait parler. Effectivement, plus de consommation de frites, plus de friterie, et les pommes de terre, elles sont parties soit en méthanisation, soit en compost. Et donc, l'enjeu pour nos filières, sachant que effectivement, les aléas climatiques font que la production, on ne la maîtrise pas, c'est déjà de sécuriser un débouché. Et donc ça, c'est la première source de valeur pour les agriculteurs, c'est de leur assurer que leur production, elle sera valorisée avec une valeur économique qui dépend du marché, qui dépend de sa qualité, etc. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a de nombreux moyens de valoriser la pratique environnementale. On le voit aujourd'hui dans certaines filières agricoles, en particulier l'élevage, mais aussi aujourd'hui dans d'autres filières, la valorisation de l'empreinte environnementale. C'est-à-dire que les pratiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on arrive à rémunérer ça sur le marché volontaire ou sur le marché réglementé. Et entre les deux, il y a effectivement, encore une fois, mon consommateur qui, quand il achète un produit bio, il l'achète plus cher. Quand il achète un produit sans résidus de pesticides, il l'achète plus cher. Quand il achète un produit, effectivement, peut-être sans déchets demain. Et effectivement, ce n'est pas de la pédagogie au niveau du consommateur, mais on est tous responsables pour lui faire faire des choix de consommation plus, on va dire, plus vertueux. Demain, peut-être qu'il valorisera ça différemment aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci à tous les trois pour votre participation. Ce qu'on va retenir en partie, il y aura plein de choses, mais c'est que les pertes et gaspillages dans l'industrie sont très variés, dépendent beaucoup du secteur. Pour autant, ça a été beaucoup optimisé au cours des années et à l'heure actuelle, énormément de ces pertes et gaspillages ont une valorisation, ont un circuit de réutilisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la marge de progression, mais on reste sur des filières existantes ou qui se créent pour pousser les produits vers le haut de cette hiérarchie. Je vous remercie Geneviève, Laurent, Bruno pour votre participation. Désolé pour le décalage dans le temps et le 19h10. Mais merci, c'était très intéressant à vous tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous.